Le soleil tombait lentement derrière les immeubles gris, étirant les ombres sur le trottoir comme des doigts fatigués. Dans cette petite rue oubliée de la ville, les volets restaient souvent mi-clos, les voisins parlaient bas, et chacun apprenait tôt ou tard à ne pas trop regarder par la fenêtre. Pourtant, tous connaissaient la silhouette qui apparaissait chaque soir à la même heure. Un vieil homme mince, légèrement voûté, une canne de bois sombre à la main, avançant à petits pas mesurés. On l'appelait simplement Monsieur Henri. Personne ne savait très bien s'il avait un nom de famille, ni d'où il venait exactement. Il était arrivé un jour, il y avait plusieurs années, avec 2 valises, un manteau trop grand et un regard poli mais distant. Il avait loué un petit rez-de-chaussée au fond de la rue, là où l'éclairage public hésitait déjà à atteindre. Depuis, sa présence était devenue un décor, rassurante à force d'habitude, invisible à force de discrétion. Henri saluait toujours avec la même petite inclinaison de tête. Il ne s'attardait jamais. Il faisait ses courses tôt le matin, avant que les cafés n'ouvrent vraiment et que les voix ne montent dans l'air. L'après-midi, il restait chez lui, rideau tiré, laissant seulement une fine bande de lumière filtrée dehors. Le soir, il sortait marcher, comme si ses jambes avaient besoin de se souvenir d'un trajet précis, d'une discipline ancienne qu'il refusait d'abandonner. Ce soir-là, pourtant, quelque chose avait changé dans le quartier. Les graffitis sur les murs n'étaient plus seulement des signatures d'ados, mais des symboles noirs en forme de corbeaux. Des motos avaient commencé à traîner au bout de la rue, moteurs rugissant pour rien, juste pour remplir le silence. Des rires trop hauts, trop sûrs d'eux, avaient remplacé les conversations prudentes. Un nouveau nom circulait à voix basse, les corbeaux. Ils n'étaient pas encore nombreux, mais ils suffisaient à tordre l'air. Un commerce sur 2 avait reçu une visite, une vitrine fissurée, un panneau arraché, une promesse murmurée à l'oreille du propriétaire. La police, quand on l'appelait, arrivait toujours trop tard, ou pas du tout. Les corbeaux savaient se volatiliser avant les sirènes, et quand ils repartaient, il restait derrière eux une peur épaisse, collée aux façades comme la poussière au rebord des fenêtres. Henri avait observé tout cela sans un mot. Depuis sa fenêtre, il voyait les jeunes en capuche s'accouder à l'angle de la rue, fumer, surveiller qui entrait, qui sortait. Ses yeux semblaient lointains, presque absents, comme s'il regardait à travers eux un autre paysage, une autre époque. Mais parfois, très brièvement, quelque chose passait dans son regard, un éclat froid, précis, qui n'avait rien d'un oubli de vieillard. Ce soir-là, il marchait comme d'habitude, sa canne tapant à intervalles réguliers le trottoir fissuré. Chaque pas était mesuré, posé avec la patience de quelqu'un qui a appris à économiser ses forces. Les habitants le laissaient passer, certains lui adressaient un signe de tête furtif, d'autres préféraient se hâter, comme si le simple fait d'être dehors trop longtemps pouvait attirer des ennuis. Arrivé au coin de la rue principale, Henri s'arrêta un instant. Devant l'épicerie de nuit, un jeune garçon du quartier, Amir, se faisait bousculer contre le mur par 2 corbeaux. Il n'avait pas plus de 16 ans, une casquette trop grande, un sac à dos usé serré contre sa poitrine. Les 2 hommes, plus âgés, tatouages visibles au cou, lui parlaient à voix basse mais dure, comme on négocie avec une chose et non avec une personne. Henri observa la scène de loin. Son visage ne laissait rien paraître. De là où il se tenait, on aurait dit un vieil homme curieux, peu, être inquiet, mais impuissant. En réalité, ses yeux détaillaient chaque mouvement. La position des pieds, la distance entre les épaules, la façon dont la main droite de l'un des agresseurs restait proche de sa ceinture, comme s'il cachait quelque chose. Amir protesta, sa voix déraillant légèrement. L'un des corbeaux éclata de rire, puis, sans prévenir, lui asséna un coup d'épaule qui le plaqua plus fort contre le mur. Le sac d'Amir glissa et tomba au sol. Des cahiers s'éparpillèrent. Le second corbeau posa sa semelle sur l'un des cahiers, l'écrasant lentement, le regard planté dans celui du garçon. Henri sentit ses doigts se resserrer sur la poignée de sa canne. Son pouce trouva machinalement une marque usée dans le bois, une légère entaille ronde, comme la mémoire d'un impact ancien. Il inspira profondément, puis expira par le nez, longuement, jusqu'à ce que sa respiration redevienne calme. Ses épaules, un instant tendues, se relâchèrent. Il se souvenait de ce genre de scène, d'autres pays, d'autres rues, d'autres visages. Les agresseurs changeaient, mais l'arrogance était toujours la même, celle de ceux qui croient que la force se mesure au bruit qu'ils font. Dans un autre temps, il aurait avancé de quelques pas, trouvé le bon angle, le bon moment, et la situation se serait terminée en moins de 3 secondes. Mais ce temps-là, il l'avait enterré avec un cercueil qu'il ne laissait jamais remonter à la surface de ses souvenirs. Les corbeaux finirent par lâcher Amir,
non sans lui avoir vidé ses poches. Le garçon ramassa ses cahiers à la hâte, les yeux rougis mais secs. Il croisa le regard d'Henri en passant, comme s'il cherchait quelque chose, une explication, une aide, un reproche peut être. Henri hocha simplement la tête, très légèrement, comme pour dire « Je t'ai vu, tu existes ». Parfois, c'était tout ce qu'il se permettait d'offrir. Les deux corbeaux, eux, ne l'avaient pas remarqué. Occupés à compter les billets pris dans le portefeuille d'Amir, ils riaient en s'éloignant vers le bout de la rue. Mais alors qu'Henri reprenait sa marche, la canne retrouvant son rythme régulier, l'un d'eux leva la tête. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde. Ce fut rapide, presque anodin, puis chacun poursuivit sa route en silence. Le lendemain matin, la rue semblait respirer avec difficulté. Les rideaux restaient tirés plus longtemps que d'habitude. Les commerçants ouvraient leurs boutiques en silence, comme s'ils craignaient d'éveiller quelque chose de dangereux. Les corbeaux étaient passés la veille, et leur ombre planait encore, plus lourde que la poussière suspendue dans l'air. Henri sortit tôt, comme à son habitude, sa canne frappant doucement le trottoir. Les pas étaient lents, presque effacés, mais son regard balayait le quartier avec une précision qu'aucun voisin n'imaginait. Il vit les éclats de verre devant l'épicerie, un graffiti récent sur la boulangerie, et une vieille femme qui nettoyait son seuil, avec des gestes nerveux. Tout le monde marchait vite. Tout le monde regardait derrière soi. Henri entra dans la petite supérette du coin. Le propriétaire, Antoine, l'observa arriver avec un sourire forcé. « Bonjour, monsieur Henri. Faites attention aujourd'hui. » Henri hocha la tête, choisit quelques provisions, paya, puis repartit sans un mot. Mais alors qu'il tournait au coin de la rue, il entendit une moto s'arrêter brutalement. Le vrombissement du moteur couvrit un instant le bruit des oiseaux et des conversations. Quand il leva les yeux, 3 corbeaux l'attendaient. Ils étaient jeunes, le visage maigre, les regards insolents. Le premier, celui qui avait écrasé le cahier d'Amir la veille, fit tourner ses clés autour de son doigt. « Eh, le vieux, on voudrait te parler. » Henri s'arrêta, arrondissant légèrement les épaules, comme si le poids des sacs qu'il portait le fatiguait. Il ne répondit pas. Un silence s'installa, juste assez long pour que leur confiance grandisse. « T'étais là hier, » continua le premier. « Tu nous observais. » Henri baissa la tête, l'air embarrassé, presque honteux. « Je passais seulement, » murmura-t-il avec une voix fragile. « Je ne voulais pas déranger. » Un rire éclata. Un rire grossier, qui résonna contre les façades. « Ne pas déranger » répéta le second corbeau en s'approchant. « C'est nous que tu regardais. Ça nous plaît pas trop, ça. » Henri serra sa canne contre lui, comme un grand-père effrayé. « Je suis vieux, dit-il. Je ne vois pas très bien. » Un autre rire. Le chef du trio, un grand à la veste en cuir, s'approcha encore, réduisant la distance. Son ombre couvrait maintenant la moitié du trottoir. « Tu vois assez bien pour traîner tes yeux sur nous. Faut faire attention à ce que tu regardes, papy. » Les passants ralentissaient, hésitant, puis accéléraient brusquement, en baissant le regard. Personne n'allait intervenir. Personne ne voulait être le prochain. Henri resta immobile, les épaules affaissées, les yeux rivés au sol. « Je ne veux pas d'ennui, » répéta-t-il. « Trop tard, » répondit le chef. Il donna un coup du doigt dans la poitrine d'Henri. Le geste était léger, presque un jeu, mais Henri recula d'un pas, comme s'il avait perdu l'équilibre. Les sacs qu'il portait vacillèrent. Une orange roula sur le sol. Les corbeaux éclatèrent de rire. « Il va tomber, regardez-le. » Henri se pencha lentement pour ramasser l'orange. Sa main trembla légèrement, un tremblement parfaitement contrôlé, mais qui donnait l'illusion d'une faiblesse sincère. Quand il se redressa, il évita toujours leur regard. « Vous voulez quoi » demanda-t-il d'une voix basse. « Simple, » répondit le chef en souriant. « Tu nous files un peu d'argent chaque semaine. Pas grand-chose. Juste une contribution de voisinage. » Henri leva enfin les yeux, très légèrement, juste assez pour croiser leurs regards. « Je n'ai pas beaucoup, » dit-il doucement. « Je m'en fous, » répondit le corbeau en haussant les épaules. « Tu payes ou on te casse les jambes. » La phrase resta suspendue dans l'air, lourde, brutale. Henri ne broncha pas. Pendant un bref instant, son regard changea. Si bref qu'aucun des jeunes n'aurait su l'interpréter, une ombre froide passa dans ses yeux, quelque chose de trop calme, trop mesuré. Mais ce fut si fugace que le chef pensa qu'il avait imaginé. « On repassera demain. Et l'argent prêt, papy. » Ils remontèrent sur leur moto, firent rugir le moteur et s'éloignèrent en riant, laissant derrière eux une traînée d'essence et de mépris. Henri resta sur place quelques secondes. Il ne bougeait pas, il ne respirait presque plus.
Sa main serra la poignée de sa canne si fort que ses phalanges blanchirent. Une veine battait à son cou. La dernière fois qu'on l'avait menacé ainsi, c'était dans une autre vie. Une vie qu'il refusait de regarder en face. Mais la menace, elle, ne disparaissait pas. Il reprit lentement sa marche, rentra chez lui, posa ses sacs sur la table et s'assit dans son fauteuil. La pièce était calme, trop calme. Sa canne reposait contre l'accoudoir, droite, immobile, mais Henri la fixait comme si elle était une arme chargée. Il inspira profondément et ferma les yeux. Sa respiration se ralentit. Ses épaules se redressèrent imperceptiblement. Pendant quelques secondes, il ne ressemblait plus à un vieillard. Il reprenait la posture d'un homme entraîné, discipliné, façonné par des années d'exigence physique et mentale. Mais l'image se brisa aussitôt qu'il rouvrit les yeux. Il leva sa main tremblante, observa ses doigts, puis murmura « Pas encore, pas encore ». Soudain, un bruit sec retentit contre sa porte. Un coup, pas fort, mais volontaire. Henri se leva avec précaution, ouvrit doucement. Un papier était collé sur la porte. Une feuille blanche, un mot écrit en lettres grossières. « Tu nous stois, des mine ». Henri resta là, silencieux, la feuille entre les doigts. Un long souffle lui échappa. Dans la rue, une moto rugit au loin. Il referma la porte, lentement, avec une précision glaciale, car désormais, il savait ce que cela signifiait. Les corbeaux ne l'avaient pas oublié, les corbeaux l'avaient choisi, et ce choix allait les mener vers quelque chose qu'aucun d'eux n'imaginait. La nuit tomba sur le quartier comme un couvercle trop lourd, étouffant les derniers murmures des habitants déjà terrés chez eux. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et fatiguée qui n'arrivait pas à chasser l'obscurité. Depuis sa fenêtre, Henri observait la rue en silence, les bras croisés derrière son dos, immobile comme une statue ancienne. Rien ne bougeait, pourtant son regard, lui, n'était pas au repos. Il fixait un point précis, l'endroit où les trois corbeaux l'avaient humilié quelques heures plus tôt. Son visage demeurait neutre, presque serein. Mais à l'intérieur, les souvenirs, eux, s'éveillaient, lentement, inévitablement. Un battement de cœur plus fort que les autres vibra dans sa poitrine, puis un autre. Les pensées se mirent à remonter, malgré lui, comme des fragments d'une vie enfouie sous 20 ans de silence. Il ferma les yeux, et le passé s'ouvrit. Tokyo. Un dojo silencieux au petit matin, un parquet brillant où chaque pas résonnait comme une promesse, des silhouettes alignées en position de Seiza. Et lui, plus jeune, droit, concentré, portant un kimono blanc dont le tissu semblait taillé dans l'air lui-même. Henri, ou plutôt Sato Hideo, son nom d'alors, était un maître reconnu, respecté, craint même par certains. Sa spécialité, un art martial ancien, sans noms officiels, transmis par un maître quasi légendaire. L'objectif n'avait jamais été de tuer ou de blesser, mais de neutraliser, avec une précision presque surnaturelle, un adversaire quel qu'il soit. Il formait des policiers, des soldats, des civils, et parfois des jeunes égarés à qui il offrait une discipline, un chemin. Parmi eux, il y avait un élève brillant, trop avide. Katsuo, un regard brûlant, une ambition démesurée. Il apprenait vite, trop vite, et il voulait plus que ce qu'un art humble pouvait offrir. Il cherchait la domination, pas l'équilibre, la force, pas la maîtrise. Henri revoyait les entraînements, les avertissements, les discussions nocturnes. Kazuo souriait toujours, un sourire qui cachait une noirceur qu'il avait pourtant refusé d'admettre. Puis il y avait eu la nuit du sang. Une nuit qu'Henri ne pouvait pas oublier, même s'il luttait chaque jour pour l'enterrer. Sa femme, Aiko, douce, calme, qui lui ramenait toujours du thé pendant ses entraînements tardifs, avait été retrouvée morte chez eux. La police avait parlé d'une effraction. Henri avait su immédiatement. Il avait reconnu un angle de poignet, une trace sur le sol, un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. Katsuo, son élève, son échec. Le monde d'Henri s'était effondré. Il l'avait cherché. Il avait cru le retrouver. Il avait affronté Kazuo dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de la ville. Le combat avait été bref, silencieux, brutal. Aucun cri, aucun mot, juste la vérité nue. Kazuo n'avait jamais voulu être sauvé. Il était tombé d'une mezzanine pendant leur affrontement. La police avait conclu à un accident. Henri, lui, avait compris que son art, sa discipline, son engagement, tout cela n'avait pas suffi à empêcher la destruction. Le lendemain, il avait quitté le Japon. Il avait changé de nom. Il avait fait vœu de ne plus jamais se battre, de ne plus jamais laisser son art briser une vie. Henri rouvrit les yeux. La rue était toujours vide.
Mais la respiration qu'il laissa échapper était lourde, pleine de ce passé qu'il tentait de repousser chaque nuit. Il marchait lentement vers la table du salon, où reposaient quelques bougies, un vieux cadre photo et une petite boîte en bois qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Ses doigts glissèrent sur le couvercle, hésitants. Dans le cadre, une photo. Eiko souriante, légère, les cheveux relevés en chignon. Elle semblait presque vivante encore, prête à rire, prête à lui prendre la main comme avant. Henri s'assit. La chaise craqua sous son poids, ou peut être sous celui des souvenirs. Il posa la photo devant lui. « Je suis désolé », murmura-t-il en japonais, sa voix tremblante. « Je n'ai pas été capable de voir la noirceur dans son cœur. J'ai promis de ne plus jamais me battre. J'ai promis. » Ses mains se crispèrent. La promesse le consumait. Elle le retenait, comme des chaînes invisibles. Mais alors que le silence s'installait de nouveau, un bruit extérieur le fit sursauter. Le ronronnement sourd d'une moto qui tournait au ralenti devant sa fenêtre. Les corbeaux. Ils patrouillaient. Ils surveillaient. Ils choisissaient leur cible. Henri se leva, sans précipitation, mais avec une rigidité nouvelle. Il écarta légèrement le rideau. Une moto noire était garée juste devant sa porte, son moteur tournant encore. Le conducteur portait une capuche et un casque noir. Il ne descendit pas. Il ne parla pas. Il resta seulement là, moteur grondant, comme une menace muette. Henri ne recula pas. Il observa. Long Temps, le motard finit par repartir lentement, sans jamais regarder vers la fenêtre. Henri resta debout un moment encore, son souffle désormais plus profond, plus contrôlé. Les gestes anciens revenaient malgré lui. Il leva une main, fit glisser ses doigts comme s'il répétait un mouvement oublié. Les muscles réagirent avant même qu'il ait conscience d'avoir bougé. Il savait ce que signifiait cette moto. Ce n'était pas une intimidation simple. C'était une surveillance, une mise en bouche avant la morsure. Et s'il pensait que Henri n'était qu'un vieux fragile, alors il reviendrait, plus nombreux, plus brutaux, plus confiants. Il ferma les rideaux. Il revint vers la table. Ses yeux retombèrent sur la photo d'Eiko. « Je t'ai juré de mettre fin au cycle de violence, » dit-il. Il posa une main sur son cœur. Puis il ajouta, d'une voix encore plus basse, « Mais je t'ai aussi juré de protéger les innocents. » Un souffle glissa entre ses lèvres. Un souffle qui ressemblait à une décision. La nuit continua de s'étendre autour de lui, pesante, étouffante. Et dans ce silence, Henri sut qu'il n'était plus seulement un vieil homme menacé. Il était un ancien maître d'arts martiaux que le passé venait de réveiller. Un battement de cœur résonna dans sa poitrine, puis un autre. Le jour où les corbeaux reviendraient, il ne pourrait plus se cacher derrière sa promesse. Pas cette fois. Le jour suivant apporta une lumière grise, presque maladive, qui semblait étouffer plus qu'éclairer. Henri se leva tôt, comme toujours, mais cette fois son pas était plus lent, plus réfléchi. La nuit n'avait pas effacé les souvenirs remontés comme des spectres, ni les menaces qui rôdaient déjà autour de sa porte. Le mot laissé par les corbeaux la veille se trouvait encore sur sa table, plié avec soin non par respect, mais par observation. Un détail l'avait frappé, l'écriture, étrangement serrée, jeune, impatiente. Il savait que ces hommes reviendraient. Il savait aussi qu'il n'était plus possible d'éviter l'affrontement. Pourtant, il garda la même routine. Un maître ne perturbe jamais le rythme d'une rivière, même quand elle déborde. Il prépara du thé, rangea son petit appartement, nettoya le sol avec des gestes méthodiques. Mais sous chaque mouvement quotidien, son corps rappelait les anciens réflexes. Respiration juste, équilibre centré, tension maîtrisée. Lorsqu'il sortit pour sa promenade habituelle, la rue était silencieuse, trop silencieuse. Même les chiens qui aboyaient habituellement derrière les grilles semblaient retenir leur souffle. Henri avançait avec lenteur, canne en main, mais son esprit était alerte, chaque sens ouvert. Sur la gauche, une porte claqua soudain. Un voisin sursauta, puis s'excusa avant de s'éloigner rapidement. Henri sentit dans la façon dont les gens évitaient son regard que la rumeur avait couru. Le vieux avait été menacé. Et personne ne voulait être associé de près ou de loin à cette histoire. Le soir approcha. Les ombres s'étirèrent sur les murs, et Henri rentra chez lui sans faire d'arrêt au magasin cette fois. Il verrouilla la porte, ferma les rideaux, puis s'assit dans son fauteuil. Le tic-tac de la petite horloge au mur rythmait la pièce. La tante, elle, rythmait son souffle. Il ferma les yeux. La respiration devint lente, profonde. Le monde semblait reculer. C'était une méditation, mais différente de celle qu'il pratiquait depuis des années pour calmer le tumulte de son passé. Celle-ci était une préparation. Il savait que l'attaque viendrait avant minuit. Les corbeaux préféraient l'obscurité,
la sensation de domination que leur donnait la nuit. Et-il ne se trompe pas. Peu après 22 heures, un bruit sec se fit entendre sur le rebord de la fenêtre, un choc léger, volontaire, puis un autre, et soudain, la vitre explosa d'un coup, projetant des éclats de verre dans le salon. Henri ouvrit les yeux. Son souffle ne s'accéléra pas. Il ne sursauta pas. Il se leva simplement, avec une lenteur calculée. Une voix rauque se fit entendre. « Le vieux, ouvre la porte. » Une autre, plus jeune. « S'il bouge, je le fais taire pour de bon. » Henri resta immobile. 3 ombres entrèrent par la fenêtre cassée, 3 silhouettes vêtues de noir, cagoule sur le visage, barre en métal dans les mains. Ils pensaient trouver un vieillard effrayé, paralysé. Ils le trouvèrent debout, légèrement voûté, les mains pendent le long du corps. « Voilà le papy », ricana l'un d'eux. « T'es tout seul, hein ?» Henri baissa les yeux, comme un homme cherchant le courage de parler. « Ne faites pas ça », murmura-t-il. « Je n'ai rien pour vous. » Le premier corbeau s'approcha, lui donnant un coup dans l'épaule avec sa barre. Henri chancela, jouant parfaitement le rôle qu'ils attendaient. « On t'a demandé d'avoir l'argent », cria l'un d'eux. « Où est-il »« Y'en est pas », balbutia Henry. Les 3 hommes éclatèrent de rire. « Alors on va prendre autre chose. » L'un d'eux renversa la table d'un coup de pied, faisant tomber les tasses et les bougies. Un autre fouilla les tiroirs, jetant tout au sol. Le 3e s'approcha d'Henri, le prenant par le col pour le pousser contre le mur. « T'es vraiment qu'un vieux déchet. » Henri ferma les yeux. Ils crurent qu'il pleurait, qu'il implorait. Ils ne virent pas que sa respiration avait changé. « Lâchez ce quartier », murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Le corbeau plissa les yeux. « Quoi ? Répète un peu, le fossile ?» Henri rouvrit les paupières. Son regard n'était plus celui d'un vieillard fragile. Il n'était plus celui de Monsieur Henri. Il était celui de Sato Hideo, maître d'un harnais pour protéger. « Partez, dit-il. Ceci est votre dernière chance. » Les 3 hommes se figèrent un instant. Quelque chose, dans la manière dont il parlait, dans l'assurance glacée de sa voix, déclencha une hésitation. Mais l'orgueil est un poison. « Tu vas nous menacer, toi » beugla celui qui le tenait. Henri soupira, très doucement, presque comme un adieu. Le mouvement qui suivit fut si rapide qu'aucun des corbeaux ne comprit ce qui s'était passé. Henri pivota légèrement, libérant son col de la main de l'agresseur, saisit son poignet du bout des doigts, puis exécuta une torsion précise. Le corbeau s'effondra au sol, cri étouffé, incapable de respirer sous la douleur fulgurante. L'homme qui fouillait les tiroirs se retourna, incrédule. Henri ne lui laissa pas le temps d'avancer. Il fit un pas vers lui, puis un autre, ses mouvements si fluides qu'on aurait dit qu'il glissait sur le sol. Un coup du poing, contrôlé mais parfaitement placé, le priva d'air. L'homme tomba à genoux. Le 3e, le plus nerveux, le plus violent, recula d'un pas, brandissant sa barre de métal. « T'es quoi, putain ?» Henri ne répondit pas. Il fit seulement un mouvement du poignet, invitant silencieusement l'homme à attaquer. Le corbeau chargea. Henri fit un pas de côté, attrapa son bras, dévia la trajectoire, puis, dans un geste d'une précision chirurgicale, le projeta contre le mur, sans le blesser mortellement. Une chute sèche. Le silence retomba. Les 3 hommes restaient au sol, gémissant, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Henri se redressa, ramassa sa canne, puis se tint au centre de la pièce, serein. « Partez », dit-il de nouveau. « Et dites à votre chef que je ne céderai pas. » Les corbeaux, terrorisés, ramassèrent le peu de courage qui leur restait et sortirent par la fenêtre brisée, trébuchant dans leur fuite. Henri resta debout longtemps, le regard posé sur le verre au sol. Il avait rompu son serment, il avait répété les gestes qu'il s'était juré d'oublier. Et il savait une chose avec certitude, les corbeaux reviendraient, en plus grand nombre, et cette fois, ils viendraient pour le tuer. La nuit qui suivit l'attaque fut l'une des plus longues de la vie d'Henri. Non pas à cause de la peur, car la peur l'avait quitté depuis longtemps, mais à cause du bruit silencieux que faisait sa propre conscience. Une promesse brisée, un serment violé. Et maintenant, un engrenage lancé qui ne pourrait plus s'arrêter. Il passa des heures assis dans son fauteuil, les mains posées sur les genoux, la tête légèrement inclinée. Dehors, le vent froid balayait les débris de verre encore étalés sur le trottoir. Une odeur de poussière et d'humidité entrait par la fenêtre cassée. La lampe dans le coin de la pièce diffusait une lumière faible, presque vacillante, comme si elle aussi hésitait face à ce qui allait venir. Henri inspira profondément. Son souffle était lent, stable, mais chargé de tension. Les corbeaux n'allaient pas laisser l'affront impuni. Il avait blessé 3 d'entre eux.
Il avait humilié leur autorité. Il avait exposé leur fragilité. Le chef Raph ne pouvait tolérer cela. Le matin venu, Henri sortit regarder l'état du trottoir. Les voisins avaient déjà entendu parler de l'attaque. Certains passaient devant chez lui plus lentement que d'habitude, observant les éclats de verre, les traces de pas désordonnés, la fenêtre fissurée. Mais personne ne venait poser de questions. Personne n'osait. Henri ramassa les plus gros morceaux de verre avec précaution, puis s'agenouilla pour nettoyer le seuil. Ses mouvements étaient calmes, organisés. Pourtant, une tension invisible traversait chacun d'eux, comme si son corps se préparait instinctivement à un combat. Car au fond de lui, il savait, ce n'était que le début. Les corbeaux revinrent dès l'après-midi. Pas à 5, pas à 10, 12 motos alignées, comme un mur de métal noir, se garèrent en grondant au bout de la rue. Les habitants observaient depuis leurs fenêtres, les mains tremblantes sur les rideaux. Henri, lui, se tenait devant sa maison, balayant le sol, comme si rien n'était inhabituel. Sa canne reposait près de lui, calée contre le mur. Les moteurs coupèrent. Le silence revint, lourd, épais, puis un bruit de pas. Raph apparut, grand, large d'épaules, regard dur, oreilles percées, tatouage visible jusque dans son cou. Il avançait avec la confiance brutale d'un homme habitué à ce qu'un regard suffise à faire reculer une foule. Les corbeaux l'entouraient, leur casque sous le bras. Certains avaient encore des bleus sur les poignets ou les côtes souvenirs de la veille. Raph s'arrêta à quelques pas d'Henri. « Alors, c'est toi, le petit vieux qui croit qu'il peut jouer au héros. » Henri ne répondit pas. Il continuait à balayer. Raph sourit. Un sourire froid, sans joie. « Mes gars m'ont dit que tu les as mis au sol. Toi, avec ton dos cassé et ta canne en bois. » Henri releva les yeux. « Ils m'ont agressé. Je me suis défendu. »« Défendu ?» ricana Raph. « T'as failli leur briser les bras. » Henri resta silencieux. Rafe s'approcha encore. « Écoute-moi bien, le fossile. Tu crois que tu t'es battu hier. Ce n'était rien. Rien du tout. On est venu aujourd'hui pour t'apprendre ce qu'un vrai problème ressemble. » Henri reposa doucement son balai contre les murs. Il ne dit toujours rien. Mais avant ça, continua Raph, tu vas t'excuser. Devant mes gars, tu vas te mettre à genoux, demander pardon, et on oubliera peu être ce que t'as fait. Les corbeaux éclatèrent de rire. Le quartier entier retint son souffle. Henri posa ses mains derrière son dos, comme un professeur patient. Je ne peux pas faire cela. Raph haussa un sourcil. Comment? Je ne m'agenouille pas devant la violence, répondit Henri calmement. Une tension brutale déchira l'air. Les muscles des corbeaux se contractèrent. Certains serrèrent les poings. Raph exhala un rire sans humour. Tu le prends comme ça? Très bien. On va briser quelque chose chez toi. Ta porte, tes meubles, ton visage. On va choisir. Il fit un signe de tête. 3 hommes s'avancèrent aussitôt. Henri respira profondément. Chaque détail semblait ralentir autour de lui. Le vent qui remuait un journal au sol, une goutte de sueur qui glissait sur la tempe d'un corbeau, les ombres étirées par la lumière du soir. Les 3 hommes arrivèrent à portée. Henri se redressa. 3 secondes. C'est le temps qu'il lui faudrait. Un corbeau leva son poing vers le visage d'Henri. Ce fut le signal. Seconde 1. Henri attrapa le poignet de l'attaquant, pivota légèrement et utilisa son propre élan pour l'envoyer au sol. Une chute sèche, maîtrisée. Seconde 2. Il se tourna immédiatement, utilisant sa canne qui attendait contre le mur. Un mouvement rapide, latéral, frappa le genou du deuxième agresseur. Celui-ci hurla et s'effondra. Seconde dri. Le 3e corbeau l'attaqua avec une chaîne. Henri se baissa, pivota, bloqua le bras, puis laissa la chaîne s'enrouler autour de la canne. Un tiraillement précis, sec, projeta l'homme contre le mur. Silence. Les 3 agresseurs étaient au sol, incapacités, respirant difficilement. Les autres corbeaux firent un pas en arrière. Raph lui-même resta figé. Ce qu'il venait de voir n'était pas normal. Pas humain. Pas celui d'un vieil homme faible. Henri déposa sa canne contre le mur, comme si rien ne s'était passé. « Je vous ai demandé de partir hier, » dit-il calmement. « Je vous le demande une dernière fois maintenant. » Raph serra les dents. Son regard n'était plus moqueur. Il était froid, calculateur. « Tu as fait une grosse erreur, vieux. Une très grosse erreur. » Il recula lentement, un geste du menton intimant à ses hommes de remonter sur leur moto. « On revient demain. Et crois-moi, on ne viendra plus seulement pour te faire peur. » Les moteurs rugirent. La rue trembla sous leur départ. Henri resta immobile, le regard fixé sur la route qu'il venait d'emprunter. Il inspira profondément. Le combat était désormais inévitable. Son passé avait ressurgi.
Son serment avait été brisé, et il savait que le lendemain, les corbeaux reviendraient en nombre, pour tuer. Le lendemain matin, la rue baignait dans un calme trompeur. Un calme trop propre, trop uniforme, comme un drap tiré sur un corps que l'on ne veut plus regarder. Les habitants ouvraient leurs volets avec prudence, jetant d'abord un œil avant d'oser sortir. Ils avaient tous entendu le vacarme de la veille. Ils savaient que quelque chose d'inhabituel s'était passé devant la maison du vieux Henri. Et ils savaient aussi que les corbeaux n'avaient pas dit leur dernier mot. Henri, lui, balayait de nouveau son seuil comme si la veille n'avait été qu'un incident banal. Mais son dos, légèrement plus droit, trahissait une vigilance nouvelle. Son regard observait tout. L'homme qui faisait semblant de promener son chien mais qui jetait des coups d'œil nerveux vers les coins de rue. La jeune femme qui se dépêchait d'entrer dans la boulangerie, comme si le trottoir lui brûlait les pieds, le panneau de sens interdit, récemment orné d'un graffiti noir représentant un corbeau aux ailes déployées. Il sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ils marquaient leur territoire. Ils annonçaient leur prochain passage. Vers 9 heures, quelqu'un frappa à sa porte. 3 coups secs, un rythme précis, pas celui d'un gang. Henri essuya ses mains sur son pantalon et ouvrit. Il trouva son voisin, M. Delmas, un homme d'une 50aine d'années, les yeux cernés et l'air inquiet. « Monsieur Henri, est-ce que ça va ?» Henri hocha doucement la tête. « Tout va bien, merci. Les jeunes d'hier, on raconte qu'ils vont revenir. Ils étaient beaucoup. »« Oui, » répondit Henri simplement. « Delmas, en voilà, ça s'arrive. Vous devriez appeler la police. Il faut signaler ça. Vous ne pouvez pas rester seul face à eux. » Henri inclina légèrement la tête, comme il l'avait toujours fait, un geste qui exprimait autant la gratitude que la retenue. « Peut être, dit-il. » Delmas hésita encore, puis s'éloigna, jetant des regards nerveux derrière lui. Henri referma la porte et resta un moment immobile. La police. Un long souffle traversa ses lèvres. Lorsqu'il avait quitté le Japon, il avait décidé d'éviter toute exposition, toute autorité, tout rapport institutionnel. Non pas par peur, mais parce que son passé, ses compétences, sa vie entière reposaient sur la discrétion. Il n'était pas répertorié comme maître, n'apparaissait dans aucun registre moderne. Il avait vécu caché dans l'ombre pendant 2 décennies, mais voilà, l'ombre avait fini par faire du bruit. Il se décida finalement à appeler, peut être par respect pour le voisinage, peut être pour gagner un peu de temps. Il composa le numéro et attendit. Une voix monotone répondit. Poste de police du secteur. J'écoute. Henri exposa les faits brièvement. Le gang, les menaces, l'attaque à son domicile, le retour prévu. Nous avons déjà reçu plusieurs appels concernant ce groupe, répondit l'officier. Nous faisons ce que nous pouvons. Que pouvez-vous faire? Demanda Henri calmement. Un silence pesa. Les corbeaux sont jeunes, rapides, dispersés. Pas de chef clairement identifié, pas de preuves solides. Ils disparaissent dès que nous arrivons. Il nous faudrait un flagrant délit. Henri comprit immédiatement. Il n'interviendrait pas. Il ne le pouvait pas. Il le voulait encore moins. Soyez prudent, monsieur, conclut l'officier. Évitez de les provoquer. Et surtout, restez chez vous. Henri raccrocha sans répondre. Resterkesloi, comme une souris derrière une planche en bois, il observa sa canne posée près de la table. Il savait que cela ne suffirait pas. Les corbeaux reviendraient armés, enragés. Leur chef, Raph, avait ce regard qu'il connaissait trop bien, celui d'un homme qui ne supporte pas la moindre humiliation. Il respira profondément. Au début de l'après-midi, un jeune garçon frappa à sa porte. À peine 6 ans, maigre, nerveux. Henri le reconnut immédiatement. Matteo, l'un des plus jeunes membres des Corbeaux. Il portait une capuche, les mains dans les poches, les yeux fuyants. Henri ouvrit, mais resta silencieux, attendant qu'il parle. « Je viens pas pour vous faire du mal, » dit Matteo. Henri inclina légèrement la tête. « Pourquoi viens-tu » Le garçon jeta un regard furtif dans la rue, puis fit un pas à l'intérieur. « Ils vont revenir ce soir. Beaucoup. Avec des barres, des couteaux, peu. Être pire. » Henri ne bougea pas. « Pourquoi me prévenir » Matteo se mordit la lèvre. Il semblait hésiter entre la peur de parler et la peur de se taire. « Parce que j'ai vu ce que vous leur avez fait hier. Et j'ai jamais vu ça. Jamais. Cela ne justifie pas ta présence ici. » Le jeune serra les poings. « Raph, il est fou. Il veut vous briser. Il a dit qu'il voulait que tout le quartier sache qu'il est le maître ici, que personne ne peut le défier. » Une ombre passa dans le regard d'Henri. « Ce n'est pas moi qu'il veut alors. » Matteo tressaillit. « Il veut le pouvoir. Si vous tombez, les autres comprendront.
Henri hocha lentement la tête. « Que veux-tu ?»« Partir, murmura Matteo. « Quitter les corbeaux. Mais si je le fais, ils me tueront. Ou ils le feront devant ma famille. Il trembla. Ses yeux se remplirent d'une terreur sincère. Henri sentit une émotion sourde éveiller quelque chose en lui. De la compassion, de la responsabilité, de la mémoire. Il avait déjà vu ces regards-là chez de jeunes élèves perdus, à Tokyo, qui cherchaient dans la discipline un chemin pour sortir de la violence. « Tu peux rester ici un moment, » dit Henri. Matteo releva la tête, surpris. « Je ne peux pas te protéger éternellement, » poursuivit-il. « Mais je peux t'offrir une chose que Raph ne t'offrira jamais. Un choix. » Matteo inspira douloureusement, comme s'il avait retenu son souffle depuis des années. « Merci. Merci, monsieur. » Henri prit la canne en main. « Ce soir, ils viendront. Tu dois être prêt. »« Prêt à quoi ?» demanda Matteo. Henri fixa la porte. Son regard était calme, ancien, implacable, à voir ce que signifie réellement la violence et à comprendre pourquoi certains hommes passent leur vie à l'éviter. Lorsque Matteo repartit en fin d'après-midi, le soleil commençait à disparaître derrière les toits. Henri l'observa s'éloigner, puis referma la porte. Il savait que la police ne viendrait pas. Il savait que le quartier ne bougerait pas. Et il savait aussi que les corbeaux, ce soir, ne se contenteraient pas de menaces. Les ombres s'étiraient déjà au sol. Henri approcha la fenêtre et la referma. La nuit allait tomber. Et avec elle, la guerre qu'il avait tout fait pour éviter. Il était temps d'accepter la vérité. Pour protéger les innocents, il devrait redevenir celui qu'il avait cessé d'être. Le quartier s'enfonçait lentement dans la nuit. Une nuit étrange, étouffante, presque sans vent. Les bruits habituels des voix, une télévision derrière une fenêtre ouverte, le pas lourd d'un voisin pressé avaient disparu les uns après les autres. Comme si chaque habitant s'était retiré dans un silence coordonné, un silence qui disait « Nous savons ce qui va arriver, nous ne voulons pas en être témoins ». Henri sentit ce silence avant même de le comprendre. Il était assis sur son petit tatami, jambes croisées, mains posées sur ses genoux. La pièce était éclairée par une seule lampe, déposée à côté de la photographie d'Aiko. L'ombre de la flamme vacillait sur son visage marqué par les années et les regrets. Il inspira profondément, puis expira, un souffle long, maîtrisé, presque rituel. Depuis l'attaque d'hier, une bataille intérieure déchirait son esprit. Sa vie entière reposait sur un principe, ne jamais retourner à la violence qui lui avait pris tant de choses. Mais son cœur, lui rappelait ce qu'il avait juré à sa femme, protéger, toujours protéger. Il ferma les yeux. Les voix du passé revinrent, l'une après l'autre. La voix de son maître. « Tu n'es pas un instrument de mort, idéo. Tu es un rempart. » La voix de sa femme. « Promets-moi que tu ne laisseras plus la violence t'engloutir. » Il avait juré. Et pourtant, un bruit sourd retentit quelque part dans le lointain. Un moteur, puis un autre, puis un troisième. Henri ouvrit les yeux. La décision venait d'être prise pour lui. Il se leva lentement. Ses genoux craquèrent un rappel cruel que son corps n'était plus celui qu'il avait autrefois. Mais son équilibre restait impeccable. Ses gestes, eux, n'avaient rien perdu de leur précision. Il se dirigea vers un placard en bois, un meuble simple, banal, que personne n'aurait remarqué. Il en ouvrit la porte. À l'intérieur, soigneusement enroulé dans un tissu noir, reposait un objet qu'il n'avait pas touché depuis 20 ans. Son bâton, pas celui qu'il utilisait pour marcher, fragile et discret. Un bâton renforcé, taillé dans un bois très particulier flexible, solide, capable d'encaisser des coups violents sans se briser. Il effleura le bois du bout des doigts. Un tremblement imperceptible traversa sa main. Pas de peur, de mémoire. Il déroula le tissu avec lenteur, comme un rituel funéraire. Puis referma la porte. La première partie de la décision était faite. Il posa ensuite son regard sur la table. Une petite boîte laquée noire reposait au centre. Une boîte qu'il n'avait jamais ouverte depuis son arrivée ici. Il hésita, puis, finalement, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient quelques objets, un tissu blanc plié en carré, un pendentif en argent, un ruban rouge presque effacé, et une bague, la bague d'Aiko. Le dernier souvenir tangible de celle qui lui avait donné sa force, puis l'avait laissé veuf dans une nuit de sang. Il la prit entre ses doigts. Une douleur sourde traversa sa poitrine. Il murmura « Pardonne-moi ». Il glissa la bague dans sa poche. Et referma la boîte. Lorsqu'il sortit dans la cour derrière sa maison, le soleil avait entièrement disparu. Les ombres dansaient sur les murs, irrégulières, déformées par les lampadaires tremblants. Henri s'agenouilla au centre du petit carré de terre. Il plaça son bâton devant lui.
Ses mains se ignorant. Il ferma les yeux. Ce qu'il fit ensuite n'était pas une prière. C'était un adieu à la paix qu'il avait essayé de préserver, à l'homme qu'il avait prétendu être pendant 20 ans, et à la part de lui-même qu'il allait devoir réveiller. Il se releva. Et soudain, il sentit quelqu'un derrière lui. « Vous allez vraiment vous battre ?» Henry se retourna. Matteo se tenait là, hésitant, les mains tremblantes, ses yeux agrandis par la peur, mais aussi par une forme de fascination. « Tu ne devrais pas venir ici, » dit Henry calmement. « Je voulais vous remercier. Pour tout à l'heure, j'ai réfléchi. Si je rentre maintenant, ils me tueront. Si je pars, ils me tueront aussi. Alors je voulais rester, au moins pour voir. » Henry le regarda longuement. Il ne vit pas un délinquant. Il vit un enfant perdu, pris dans une tempête plus grande que lui. « Ce que tu t'apprêtes à voir, » dit doucement Henry, « n'est pas quelque chose qu'on devrait regarder. »« Je veux comprendre, » murmura Matteo. « Vous êtes qui, en fait ?» Henry baissa légèrement la tête. Un homme qui a essayé de fuir son passé, et qui doit maintenant l'affronter. Matteo ouvrit la bouche pour répondre, mais le bruit soudain d'une dizaine de motos le fit sursauter violemment. Elles arrivaient. Le grondement montait du bout de la rue comme un orage mécanique, un bruit qui écrasait tout, les respirations, les battements de cœur, l'espoir. Henry posa une main sur l'épaule du garçon. « Va à l'intérieur. Ne sors pas quoi qu'il arrive. » Matteo hésita, puis obéit. Il entra dans la maison, mais resta près de la fenêtre, incapable de se détacher de ce qui allait suivre. Henry, lui, resta seul dans la cour. Les motos approchaient. Les pneus crissaient. Les voix se rapprochaient. Henry respira profondément. Son souffle redevint celui d'un maître. Stable. Silencieux. Précis. Il saisit son bâton. Ses doigts se refermèrent sur le bois comme s'il retrouvait un vieil ami. Il se plaça au centre de la rue et attendit. Son esprit ne tremblait plus. Son cœur ne doutait plus. Il avait fait son choix. Un choix impossible. Le seul choix qu'un homme comme lui puisse faire. Les phares apparurent au bout de la rue, illuminant son visage. Les corbeaux revenaient. Et cette fois, Henry Sato n'allait plus se cacher derrière le vieillard. La nuit s'était installée comme une chape de plomb au-dessus du quartier. Pas une étoile n'apparaissait dans le ciel, comme si la lumière elle-même refusait d'assister à ce qui allait se produire. Les lampadaires grésillaient faiblement, leurs halos vacillants dessinant sur le bitume des cercles irréguliers. Chaque maison, chaque fenêtre, semblait retenir son souffle. Au bout de la rue, un grondement profond grandissait. Pas un simple bruit de moteur. Un rugissement. Un avertissement. Henry se tenait au centre de la chaussée. Droit, immobile, le bâton en bois renforcé reposant contre sa paume, pointe vers le sol. Il ressemblait à une statue au cœur battant. Les phares des motos percèrent soudain l'obscurité. Une ligne de lumière blanche, brutale, aveuglante. Puis les silhouettes apparurent. 1, 2, 3, puis 10, puis 15, puis une vingtaine. Les corbeaux arrivaient en formation, comme un essaim noir, guidés par une rage collective. Leurs moteurs faisaient vibrer les murs, les vitres, le sol lui-même. Matteo, qui observait depuis la fenêtre de la maison, sentit ses mains devenir moites. Mon Dieu, ils sont tellement nombreux. Henry ne bougea pas d'1 millimètre. Mais à l'intérieur, il sentit son souffle changer. Non pas par peur, mais par anticipation. Le combat qui venait ne serait pas une danse fluide et courte, comme les précédents. Ce serait une tempête, une fracture dans le cours de sa vie. Les motos s'arrêtèrent à une vingtaine de mètres de lui. Les phares restaient braqués sur sa silhouette solitaire, puis une voix s'éleva, amplifiée par la nuit. « Vieux, Rafe, le chef des corbeaux. » Il descendit de sa moto avec une lenteur calculée, savourant chaque pas comme un prédateur qui s'approche enfin d'une proie qui lui a résisté trop longtemps. Autour de lui, les membres du gang descendaient également. Certains portaient des barres de fer, d'autres, des battes, d'autres encore, des chaînes. Et deux, à l'arrière, semblaient tenir quelque chose dans leur veste, des armes plus dangereuses. Raph s'approcha, les mains dans les poches, sourire arrogant au visage. « T'es vraiment venu nous attendre? Ici? Tout seul ?» Henry inclina légèrement la tête. Il n'y avait aucune raison de fuir. Un rire éclata dans les rangs du gang, un rire nerveux, étonné, presque incrédule. Raph leva la main, et le silence retomba aussitôt. « Écoutez-le. Ce vieux fou croit qu'il peut nous tenir tête. » Il fit quelques pas autour d'Henry, comme s'il évaluait un animal étrange. « Tu te prends pour qui, exactement? Un héros? Un samouraï ?» Henry répondit simplement.
Un homme qui ne veut pas que vous détruisiez ce quartier. Ce calme dérangea profondément Raph. Il plissa les yeux. Tu crois que ce quartier vaut quelque chose? Tout le monde ici a peur de nous. Tout le monde se tait. Même la police. Tu penses que toi, un vieillard, tu vas changer ça? Henri ne répondit plus. Son silence était une lame. Raph cracha au sol. Assez parlé. On le démonte. Un premier corbeau s'avança. Jeune. Mince. Avec une chaîne enroulée autour du poignet. Il souriait, sûr de lui. Henri eut un souffle. Une prière silencieuse. Je ne veux blesser personne, dit-il calmement. Le corbeau ricana. Trop tard pour ça, papy. Il fondit sur lui. Le mouvement fut clair, net, fatal dans sa simplicité. Henri leva légèrement son bâton. Une déviation de la chaîne. Un pas de côté. Un coup rapide du bout du bâton contre le sternum. Le corbeau tomba, les yeux écarquillés, cherchant son souffle. Un silence choqué traversa les rangs. Puis deux autres attaquèrent en même temps. Un avec une batte, l'autre avec un couteau. Henri ne recula pas. Son corps bougea avec une fluidité qui semblait impossible pour un homme de son âge. Le bâton tourna entre ses doigts. Une rotation, un blocage, une frappe. La batte se brisa net. Le couteau vola dans les airs avant de retomber à plusieurs mètres. Les deux corbeaux roulèrent au sol, gémissant. Matteo, caché derrière la vitre, sentit des frissons parcourir tout son corps. Ce n'était pas une démonstration de force. C'était une démonstration de maîtrise. D'art. D'un passé dont Henri n'avait jamais parlé. Raph, lui, commençait à comprendre. Son sourire disparut. Il fit un signe violent de la main. Tout seul, oui. La roue explosa. Un déferlement humain. Une vingtaine de silhouettes se précipitèrent sur Henri. Des cris, des chaînes qui claquent, des barres qui menacent. Henri inspira. Son cœur se calma. Le temps sembla ralentir autour de lui. Ses pieds devinrent des ancres. Ses mains, des éclairs. Son bâton, une extension de sa volonté. Il tourna, frappé, bloqua, esquiva, frappé encore. Les corps tombaient autour de lui, neutralisés, jamais mutilés, jamais tués mais stoppés avec une précision déconcertante. Un coup de bâton dans un poignet désarmait. Un mouvement d'épaule envoyait un adversaire rouler au sol. Un balayage discret faisait perdre l'équilibre à un attaquant trop confiant. Matteo regardait, bouche ouverte. Il ne voyait pas un vieillard. Il voyait un maître, un guerrier, un fantôme d'un autre monde. Mais Henri savait que cette danse ne pourrait pas durer éternellement. Son souffle se faisait plus court. Ses bras commençaient à peser. Il ne pouvait pas affronter indéfiniment 20 hommes en colère. Et Raph attendait. Il ne bougeait pas. Il observait. Il calculait. Puis, lorsque la moitié de ses hommes étaient au sol, il fit un geste subtil. Les deux corbeaux qui n'avaient pas encore bougé sortirent enfin leurs armes. Pas des barres, pas des chaînes, pas des couteaux, des battes renforcées. Et surtout, quelque chose de bien pire, un couteau long, brillant, affûté pour tuer. Henri comprit. Ce n'était plus une intimidation. Ce n'était plus une preuve de domination. C'était une exécution programmée. Hafi s'avança enfin. Ses yeux brillaient d'une rage froide. Ça suffit les jeux, vieux. Maintenant, on va voir si ton bâton peut arrêter ça. Il montra les couteaux. Matteo cria depuis l'intérieur. Henri, non. Mais Henri ne se retourna pas. Il planta ses pieds dans le sol, releva son bâton. Le véritable combat commençait maintenant. Et cette fois, il risquait de ne pas en sortir vivant. Le silence qui suivit l'ordre de Raph fut étrange, presque irréel. Un silence lourd, saturé de tension, comme si même l'air hésitait à circuler entre les corps immobiles. Les corbeaux restants, ceux qui n'étaient ni au sol ni en train de ramper de douleur, reculèrent légèrement, formant un cercle imparfait autour d'Henri. Certains tremblaient encore, d'autres serraient leurs armes avec trop de force, comme si leurs mains avaient oublié comment obéir. Raph avançait, lentement, un pas après l'autre, son couteau brillant sous la lueur vacillante des lampadaires. Henri se redressa, posant son bâton à la verticale, ancré dans le sol. Son souffle était un peu plus rapide qu'au début du combat. La fatigue commençait à peser dans ses muscles, dans ses articulations usées. Mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa clarté. Raph le remarqua, et cela l'agaça profondément. « Tu continues à tenir debout, même après avoir mis mes gars au tapis. T'es fait de quoi, au juste ?» Henri ne répondit pas. Le silence était parfois la meilleure réponse au chaos. « Tu sais quoi ?» reprit Raph en faisant tourner son couteau entre ses doigts. « J'ai changé d'avis. Je voulais juste te casser un bras ou une jambe. Mais tu m'as humilié, vieux, devant les miens.
devant tout le quartier. Il se rapprocha encore. Ses bottes écrasaient les morceaux de verre restés sur le trottoir. Crac, crac. Alors ce soir, tu vas crever. Matteo, depuis la fenêtre, étouffa un sanglot. Ses mains tremblaient contre le rebord. Il tenta d'appeler Henri, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Henri, lui, ne bougea pas. Il se contenta de resserrer légèrement la prise sur son bâton. Pas pour attaquer, pour protéger. Le vent se leva brusquement, balayage sec qui fit voler un sac plastique au milieu de la rue. Raph lança sa première attaque. Un coup horizontal, félin, visant le flanc. Rapide, précis, mais Henri n'était pas un homme ordinaire. Il pivotait déjà avant que le bras ne bouge complètement. Son bâton se plaça entre lui et la lame, déviant le coup avec une rotation maîtrisée. Le choc produisit un son sec. Raph recula d'un pas. Surpris. Comment t'as fait ça? Henri restait silencieux. Sa posture changea légèrement, son poids se déplaçant vers l'avant. Ses épaules s'ouvrirent. Son souffle se calma. Raph attaqua de nouveau, cette fois en visant la gorge. Henri bloqua. Encore. Puis recula juste assez pour éviter un second coup visant ses côtes. Le bâton tournait dans sa main comme une aile d'hirondelle, fluide, gracieux. Mais chaque mouvement, chaque blocage, tirait un peu plus dans ses bras, dans son dos. Il sentait la fatigue. Elle était là comme une présence sourde, tenace, qui s'accrochait à ses muscles. Raph vit ce léger ralentissement, et il en profita. Il feinta à gauche, attaqua à droite. Henri bloqua à temps, mais le coup suivant fut plus rapide encore. Une rafale de mouvements agressifs, sauvages, désorganisés mais violents. Raph n'avait pas la technique d'un maître, mais il avait l'instinct d'un prédateur et la rage d'un homme humilié. Henri réussit à parer les 3 premiers coups. Le 4e atteignit son épaule. Une douleur fulgurante le traversa. Matteo, de l'intérieur, poussa un cri étouffé. « Non !» Henri recula de 2 pas. Il ne tomba pas. Il ne plia pas. Il inspira profondément, malgré la douleur. Raph souriait maintenant. « T'es lent, vieux. Tu faiblis. » Henri resserra son emprise sur son bâton. Ses doigts tremblaient légèrement. Raph fondit sur lui. Henri leva le bâton, parant à la fois la lame et l'avant-bras de son adversaire. Un mouvement circulaire, une rotation contrôlée, une déviation parfaite. Et alors, dans une fraction de seconde où le temps sembla suspendu, Henri vit une ouverture, la gorge dégagée, le poignet exposé, le centre de gravité mal placé. Un autre homme aurait frappé. Un autre aurait saisi cette ouverture pour abattre son adversaire. Henry Heshita. Une demi-seconde. Uniseoli. La promesse faite à sa femme pesait dans cette hésitation. Ne pas tuer. Ne pas devenir ce qu'il avait détesté. Mais cette demi-seconde coûta cher. Raph replongea, hurlant comme un animal blessé. La lame déchira l'air. Henri esquiva partiellement, mais le couteau effleura son flanc. Une chaleur humide se répandit instantanément sous sa chemise. Il venait d'être blessé, pas mortellement, mais assez profondément pour affaiblir ses mouvements. Matteo se mit à trembler. Des larmes coulaient sur ses joues. « Henri, s'il te plaît, tiens bon. » Raph s'approcha, respirant fort. « Voilà, c'est mieux. Tu vas sentir ce que c'est que la douleur. » Henri posa une main sur sa blessure. Son sang coulait lentement entre ses doigts. Il regarda ses paumes rouges, comme s'il cherchait un sens à tout cela. Puis il releva la tête. Sun regard changer. Ce ne fut pas de la colère, ce ne fut pas de la haine. Ce fut quelque chose de plus ancien, plus profond, le regard d'un homme qui n'a plus de place pour le doute. Il redressa son bâton. Son dos s'étendit. Ses jambes retrouvèrent un ancrage parfait. Le vent se leva soudain, faisant s'envoler poussière et papier dans un tourbillon autour de lui. Raph plissa les yeux, légèrement désorienté. « C'est quoi, ce cirque ?» Henry parla enfin, d'une voix grave. « Stable, tu m'as forcé la main. Je voulais éviter cela. Mais tu ne me laisses plus le choix. Raferican, parle toujours, vieux. Je vais. » Il n'eut pas le temps de terminer. Henry bougea. Un mouvement fulgurant. Impossible à anticiper. Impossible à comprendre. Les boutons s'éleva. Tourna. Frappe un premier point le poignet. La lame et tomba. Frappe un deuxième point la clavicule. Rafe Chancellor. Frappe un troisième point le genou. Raph hurla et s'effondra dans la poussière. Silence. Un silence profond, tranchant, presque sacré. Les corbeaux restant encore debout reculèrent instinctivement. Ils venaient de comprendre que leur chef venait d'être neutralisé en moins de 2 secondes. Henri resta debout, tenant son bâton comme un samouraï tenant son sabre. Son souffle était lourd, sa blessure saignait, mais il se tenait droit. Raph, au sol, cracha du sang.
Il leva les yeux vers Henri. Tout. Tis. Quoi? Henri répondit simplement. Je suis ce que tu m'as obligé à redevenir. Puis il fit un pas vers lui. Le gang entier retint son souffle, car le prochain geste d'Henri déciderait du sort de toute la nuit, et peut être de toute sa vie. La rue entière semblait figée dans un instant suspendu, comme si le temps avait retenu son souffle après l'effondrement de Raph. Henri, debout au-dessus du chef des corbeaux, était une silhouette presque irréelle, blessé mais droit, épuisé mais incandescent d'une force ancienne. Son bâton pointait vers le sol, mais son aura tenait encore les 20 hommes à distance. Raph grognait au sol, la main serrée contre sa clavicule meurtrie. Son regard brûlait d'une rage qu'il ne contrôlait plus. Il cracha du sang, haletant. « T'as détruit ma vie. » Vieux, Henri ne répondit pas. Son souffle était lourd. La douleur dans son flanc se propageait lentement. Un feu sourd qui menaçait d'embraser tout son torse. Il s'abaissa légèrement vers Raph, sans agressivité, juste pour le regarder dans les yeux. Et ce qu'il vit dans ces yeux-là, ce n'était pas seulement de la haine. C'était quelque chose de plus profond, plus familier, une ombre qu'il avait déjà vue autrefois. Raph, le visage tordu, sourit. « Tu veux savoir d'où je tiens ça ?» Henri plissa les yeux. Un mauvais pressentiment naquit dans son ventre, bien plus douloureux que la blessure. Raph rit. Un rire brisé, étrange, presque joyeux. « Tes mouvements, ton style, c'est impossible de ne pas les reconnaître. » Il se redressa légèrement, malgré la douleur, pour murmurer. « Moi aussi, j'ai eu un maître. » Henri sentit son cœur ralentir. Quel maître? Raph éclata la langue. Un homme fascinant, Freud, brillant, qui n'avait peur de rien, qui parlait de toi comme d'un traître. Le monde d'Henri se contracta autour de ces mots. « Qui ?» demanda-t-il d'une voix basse, déjà brisée. Raph sourit, dévoilant ses dents ensanglantées. « Katsuo !» L'univers d'Henri explosa silencieusement, comme un verre frappé par une onde sonore trop puissante. Le nom résonna dans sa tête. Katsuo, son disciple, son erreur, l'homme qui avait assassiné Aiko et qui avait brisé toute sa vie. Henri sentit ses doigts trembler. Il faillit lâcher son bâton. Raph continua, savourant sa douleur. « Il m'a appris tout ce que je sais. Il disait que tu lui avais tout volé. Sa gloire, sa carrière, son honneur. » Henri ferma les yeux une seconde. Des images jaillirent. Kazuo Yeune, concentré. Kazuo souriant pendant les entraînements. Kazuo le regard noir le soir de la mort d'Aiko. Kazuo tombant du haut de la mezzanine, dans ce combat qu'Henri n'avait jamais voulu mener. « Tu mens ?» dit Henri d'une voix étranglée. « Raferican, crois ce que tu veux, vieux, mais il m'a tout appris. Tout. » Il approcha ses lèvres du sol, reprenant son souffle dans un rictus mauvais. Et il m'a dit une chose, juste avant de disparaître. Il m'a dit, « Si un jour tu croises Sato, brise-le, car il n'est pas un maître. Il est une faiblesse. » Henri sentit une douleur plus vive que n'importe quel coup. Son propre nom Sato, prononcé par un homme qui ne devrait pas le connaître. Son secret éventré au milieu de la rue, devant Segan, devant Matteo. Il recula d'un pas. Son souffle devint tremblant. Le bâton glissa légèrement dans sa main. Raph sourit, satisfait. « Alors, tu fais moins le malin maintenant ?» Henri ne répondait plus. Il semblait se noyer dans son propre passé, dans sa culpabilité, dans la sombre certitude que Kazuo avait être survécu ce soir-là, qu'il avait transmis son poison à un autre, qu'il avait laissé derrière lui un héritage de haine. Matteo, derrière la fenêtre, voyait le vieux maître chanceler. « Henri, reviens, ne l'écoute pas. » Mais Henri était perdu dans la tempête intérieure. Il ne voyait plus Raph, il voyait Kazuo, le regard froid de son élève, les mains couvertes du sang d'Aiko, sa chute, sa disparition, son ombre qui avait continué de vivre dans ce gang. Soudain, Raph se jeta sur lui. Il avait récupéré le couteau tombé quelques instants plus tôt. Cette fois-ci, son attaque n'était plus guidée par la rage brute. Elle était calculée, précise, une véritable technique. Une technique que seul un maître pouvait enseigner. Henri réagit au dernier moment, encore perturbé par le choc émotionnel. Il para de justesse, mais la douleur se propagea dans son épaule. Son dos heurta le mur derrière lui. Raph s'avança, l'âme en avant. « Je vais finir ce que mon maître n'a pas pu faire. » Henri sentit ses jambes céder presque. Il murmura, à peine audible, « Kazuo est mort. » Raph éclata de rire. « Pour moi, il vit encore. » Il lèva les couteaux. Henri ferma les yeux une fraction de seconde. Il sentit le souffle de la mort. Puis,
Non. Matteo surgit de la maison, courant comme si le monde prenait feu derrière lui. Il se jeta sur Raph, le percutant de l'épaule. Les deux roulèrent au sol. Le couteau glissa loin. Les corbeaux restants crièrent, surpris, hésitants. Henri, haletant, tituba vers Matteo, qui se battait tant bien que mal avec Raph, bien plus fort que lui. Raph hurla, et envoya le garçon valser contre un mur. Matteo tomba. Sonné. Imbécile, beugla Raph. Je te tuerai toi aussi. Il se retourna vers Henry. La rage pure dans ses yeux. Une rage qui n'avait plus de limite. Henry se redressa. Son dos se réaligna. Sa respiration devint lente. Son regard retrouva la netteté du guerrier qu'il avait été. Il récupéra son bâton, le fit tourner entre ses doigts, et pour la première fois depuis 20 ans, il adopta la posture complète de son style ancestral, une posture qu'il n'avait plus voulu montrer à personne, une posture qui disait une seule chose, ce combat n'était plus une défense, c'était un règlement de compte avec le passé. Hafu fonce, Henry avance. Les deux silhouettes se rencontrèrent au centre de la rue, dans un choc silencieux mais dévastateur. Henri frappa 3 fois. 3 coups qui résonnèrent comme des poids tombant sur un sol creux. Raph se figea. Son corps s'y relâcha. Ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux. Livide, vaincu. Henri posa une main sur son épaule, haletant. Ton maître t'a menti. Il n'était pas un homme. C'était une ombre. Une ombre que j'aurais dû affronter avant qu'elle ne dévore quelqu'un comme toi. Raph voulut parler, mais aucun son ne sortit. Henri se détourna. Son bâton glissa de sa main. Son sang coulait sur ses vêtements. Mais il avançait encore, vers Matteo, vers la seule personne qu'il pouvait encore sauver. Les corbeaux restants, terrifiés, commençaient déjà à reculer. Certains prenaient leur moto, d'autres s'enfuyaient à pied. La rue, lentement, retrouvait son silence. Henri s'agenouilla auprès de Matteo. Il posa une main ensanglantée sur sa joue. « Je suis là », murmura-t-il. Matteo ouvrit difficilement les yeux. « Tu as gagné. » Henri regarda autour de lui. Les corps, la poussière, le sang, les motos enfouités. Raph agonisant. Et il comprit la vérité qui lui déchira la poitrine. Non, dit-il, ce n'est pas une victoire. C'est le passé qui revient mourir. Son souffle se fit plus lourd. Sa vision s'ébrouilla. Mais il resta debout, car un dernier chapitre l'attendait encore. Le vent froid s'engouffra dans la rue désertée, faisant frissonner les rideaux derrière lesquels les habitants observaient en silence. Le combat venait de se terminer, mais l'air était encore saturé de violence, comme si les coups continuaient de vibrer dans les murs, dans les eaux, dans le sol même. Henri se tenait debout, mais son corps vacillait légèrement. Son flanc saignait. Sa respiration était irrégulière. Pourtant, son regard restait fixé sur Raph, prostré au sol, ses mains tremblant sous l'impact des derniers coups. La rue entière semblait retenue par un fil invisible. Enfin, Raph leva la tête. Son visage était pâle, amaigri par la douleur et la rage qui s'étaient soudain retournées contre lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Tu crois que t'as gagné ?» Henri, haletant, secoua lentement la tête. Personne ne gagne dans ce genre de nuit. Raph sourit, un sourire mauvais, déformé, mais encore plein d'un venin qui refusait de mourir. « Tu sais pourquoi Kazuo te haïssait ?» Henry sentit, son cœur se contracter. « N'utilise pas ce nom. » Raph eut un rire sec qui se transforma en tout. « Le nom t'effraie ?» Même maintenant, Henri ferma les yeux un instant. La douleur de sa blessure s'effaça derrière une autre douleur, infiniment plus ancienne. Kazuo, son élève, son frère d'armes, son échec. « Tu ne sais rien de lui, » dit Henri d'une voix rauque. « Au contraire, je sais tout, » répondit Raph en se redressant légèrement. « Il m'a parlé de toi, de ton arrogance, de ta façon de te cacher derrière des principes, de ta lâcheté. » Henri ouvrit les yeux. Kazuo n'était pas un homme de vérité. « Et toi, tu l'étais, » hurla Raph. « Tu l'as brisé. Tu as détruit tout ce qu'il voulait construire. » Henri resta pétrifié. Un frisson glacial remonta sa colonne vertébrale. « Il t'a raconté quoi exactement ?» Raph sourit, savourant ce pouvoir qu'il avait soudain sur l'homme qui venait de réduire son gang à néant. « Kazuo m'a dit que tu lui avais volé son avenir, que tu étais jaloux de lui, que tu lui avais pris l'école, le respect des maîtres et la femme qu'il aimait. » Henri sentit ses jambes se dérober et posa une main contre le mur pour ne pas tomber. « C'est faux. Tout est faux. C'est ce qu'ils disent toujours, » ricana Raph. « Les maîtres, les sages,
Ceux qui prétendent ne pas vouloir de pouvoir, mais qui l'ont déjà pris. Henry recula d'un pas. Ce n'était plus un combat physique. C'était un combat entre deux vérités, l'une forgée dans la souffrance, l'autre dans la haine. Kazuo, poursuivit Raph, m'a dit que tu l'avais humilié, détruit, poussé à quitter le dojo, que tu l'avais traité comme un chien. Henry secoua violemment la tête. Je l'ai traité comme un fils. Raph éclata d'un rire qui se termina dans un gémissement. Alors pourquoi il t'a détruit? Pourquoi il a tué ta femme? Henry sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais voulu entendre ces mots prononcés par quelqu'un d'autre. Jamais voulu les revivre autrement que dans ses cauchemars. Il s'approcha de Raph, malgré la douleur lancinante dans son flanc. Kazuo a perdu sa voix. Il voulait que dans chaque geste, chaque technique, se trouve la domination, pas la maîtrise. Il voulait, il s'interrompit. La vérité était trop douloureuse. Raph planta son regard dans le sien. Il voulait être toi, mais tu ne lui as jamais permis. Henry serra les dents. Il voulait être un dieu. Aucun maître ne peut laisser cela arriver. Le silence tomba. Un silence épais, interminable. Puis Raph lâcha enfin ce qui brûlait encore dans son cœur. Il m'a dit qu'il t'avait laissé en vie ce soir-là, que sa mort était mise en scène, et que toi, le grand Sato, tu n'avais rien compris. Henry sentit son sang se glacer. Ce n'est pas vrai. Il m'a dit qu'il te retrouverait un jour, qu'il te briserait de ses propres mains. Henry recula d'un pas. Était-il possible? Kazuo vivant. Kazuo quelque part, encore dans l'ombre, manipulant des hommes comme Raph. Sa respiration devint chaotique. Ses mains tremblaient. Son cœur battait trop vite. La terre elle-même semblait vaciller sous lui. « Tu mens » murmura-t-il malgré lui. « Tout en toi n'est que mensonge. » Mais Raph, haletant, secoua la tête. Il m'a entraîné pendant 2 ans, tous les soirs, jusqu'à ce que je tienne un couteau comme lui, jusqu'à ce que je frappe comme lui, jusqu'à ce qu'il me dise que j'étais enfin assez fort pour te tuer. Henry leva un regard perdu, passe vers Rafe, vers le ciel, vers un passé trop lourd, vers un fantôme qu'il avait cru avoir enterré. Alors pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Demanda-t-il d'une voix brisée. Raph sourit. Il attend. Henry comprit. Il comprit avec une douleur qui lui transperça le cœur. Kazuo n'était peu, être pas mort. Ou peu, être qu'un disciple de Kazuo jouait encore son ombre. Mais peu importait, le poison du passé vivait toujours. Et ce poison avait nourri Raph. Tu n'es qu'un outil, dit Henry doucement. Pas un élève, pas un homme, un outil forgé par un fantôme. Raph cracha du sang. Peut être. Mais j'ai fait ce qu'il voulait. Henry se pencha légèrement. Non. Tu as échoué. Un silence terrible suivit. Raph rampa, essayant de se relever, mais ses jambes refusaient d'obéir. Je peux encore. Henry secoua la tête. Tu ne peux plus rien. La nuit semblait se resserrer autour d'eux. Les corbeaux, pétrifiés, ne savaient plus où regarder. Matteo, tremblant, sortit enfin de la maison. Il posa une main sur l'épaule d'Henry. Tchasoufit. Henry rouvrit les yeux. Un mélange de chagrin, de colère et de fatigue infinie y brûlait. Non, dit-il. Ça ne suffit jamais quand le passé n'est pas mort. Il fixa Raph. Et dans son regard, on voyait une seule certitude. Cette nuit n'était pas la fin du combat. C'était le début. Kazuo, mort ou vivant, avait laissé derrière lui un héritage de haine. Et Henry comprenait enfin que, tant que cet héritage existerait, il ne connaîtrait jamais la paix. Il leva son bâton. Non pour frapper, pour marquer la fin. Raph, dit-il, ton maître n'a pas fini de me poursuivre. Mais toi, tu n'es plus une menace. Raph, haletant, voulut répliquer, mais sa voix se brisa en un souffle inaudible. Henry se détourna de lui, pas par mépris, par reconnaissance du fait que ce combat-là était terminé. Il s'écroula presque contre Matteo, affaibli. Le garçon le soutint tant bien que mal. « Henry, tu saignes encore plus. Chenestrien, murmura-t-il. Mais c'était un mensonge. Il avait perdu trop de sang. Ses forces déclinaient. Pourtant, une dernière pensée traversa son esprit. Si Kazuo avait laissé une trace, Henry devait la retrouver et y mettre fin. Une fois pour toutes, la nuit se referma. La rue devint silencieuse. Mais dans ce silence, quelque chose venait de s'éveiller. Quelque chose de bien plus dangereux encore que les corbeaux. Le passé d'Henry venait de frapper à la porte. Le vent s'était enfin calmé. La rue, autrefois assourdissante sous les moteurs et les cris des corbeaux, reposait désormais dans un silence presque surnaturel.
Seuls quelques papiers envolés circulaient dans l'air frais de la nuit, tournoyant autour des silhouettes effondrées qui parsemaient le sol. Henri, blessé, s'appuyait contre l'épaule de Matteo. Chaque pas était une lutte, chaque respiration un rasoir. La douleur dans son flanc l'aveuglait par moments. Pourtant, son esprit restait d'une clarté glaçante. Il connaissait trop bien ce stade du combat, celui où l'adrénaline s'estompe, laissant place à la fatigue brute, à la réalité du corps qui a trop donné. « On doit rentrer », dit Matteo d'une voix tremblante. « Je vais appeler une ambulance. » Henri secoua faiblement la tête. « Non, pas encore. » Matteo ouvrit de grands yeux, incompréhensif. « Mais vous allez perdre connaissance. Vous avez besoin de soins. » Henri s'arrêta, s'appuya contre un mur pour reprendre son souffle. Ce n'est pas le moment d'attirer l'attention. Pas encore. Si la police arrive maintenant, ils poseront des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Matteo pinça les lèvres. À cause de votre passé? Henri hocha la tête. À cause de ce qui pourrait encore venir. Le jeune homme observa autour de lui, frissonnant. Les corbeaux restants fuyaient la scène du crime. Certains couraient, d'autres aidaient leurs camarades blessés à remonter sur leur moto. La peur avait remplacé leur arrogance. Ce n'était plus une bande sûre d'elle. C'était un groupe brisé. Mais Henri savait une vérité que Matteo ignorait encore. Les bêtes blessées peuvent être les plus dangereuses. Il fallait se préparer. En atteignant la maison, Henri poussa la porte d'une main tremblante. L'intérieur semblait étrangement paisible, contrastant violemment avec la violence qui avait ravagé la rue. Matteo referma derrière eux, puis guida Henri jusqu'au fauteuil. « Asseyez-vous, je vais chercher de quoi vous soigner. » Henri s'assit, le souffle court. Son regard se posa sur la photographie d'Aiko posée sur la table. Il sentit son cœur se serrer. Katsuo, le nom résonnait encore dans son esprit comme un gong funèbre. Kazuo, son élève perdu. Kazuo, l'ombre derrière Raph. Kazuo, peut être vivant. La pensée lui traversa la poitrine plus douloureusement que la lame du couteau. Matteo revint avec une trousse de premiers soins. Il s'agenouilla devant Henri, ses mains tremblant légèrement. « Je vais essayer de faire ça bien, d'accord ?» Henri l'observa, attendri malgré la douleur. « Tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à cela. » Matteo esquissa un sourire nerveux. « Je n'aurais jamais imaginé vivre une nuit comme celle-ci. » Il découpa délicatement la chemise d'Henri pour examiner la plaie. « Vous avez eu de la chance. Ça a manqué de peu quelque chose d'important. Ça va saigner encore quelque temps, mais je crois que je peux arrêter le pire. » Henri hocha la tête, serrant les dents lorsque le désinfectant toucha la peau. « Tu as fait preuve de courage, tout à l'heure. »« J'ai juste réagi, » dit Matteo en baissant les yeux. « Quand je vous ai vu tomber, et Raph avec le couteau, j'ai pas réfléchi. » Henri posa doucement une main sur son épaule. « Le courage, Matteo. C'est ça. Agir même quand tu n'as pas le temps d'avoir peur. » Le jeune homme inspira profondément, puis croisa son regard. « Vous allez leur résister encore ?» Henri ferma les yeux un instant. Ce n'est plus seulement une affaire de gang. Quelque chose de plus grand se cache derrière Raph. Quelque chose que j'ai essayé d'enterrer. « Kazuo ?» demanda Matteo d'une voix hésitante. Henri rouvrit les yeux. Le silence qui suivit fut lourd, presque oppressant. « Kazuo était mon élève, » dit-il enfin. Un élève brillant. Trop brillant. Son ambition a dévoré son esprit. Il croyait que les arts martiaux n'étaient pas un chemin, mais une arme. Et il vous en voulait pour ça? Henri inspira lentement. Je lui ai refusé l'accès à des techniques qu'il n'était pas prêt à porter. Il a cru que je voulais le rabaisser. Trop tard, j'ai compris que je nourrissais un serpent. Matteo fronça les sourcils. Et il a vraiment tué votre femme? Henri détourna le regard. Oui. Son ton était calme, mais sa voix tremblait. Il a tué Aiko, parce qu'elle représentait ce que je voulais protéger, ce que lui ne pouvait pas comprendre, la paix. Matteo avala difficilement sa salive. Et vous pensez qu'il est encore en vie? Henri serra le tissu imbibé de sang contre sa plaie. Je ne sais pas. Mais s'il est mort, quelqu'un continue son œuvre. Raph ne pouvait pas apprendre certaines de ses techniques en 2 ans sans guidance. Derrière lui, il y a un autre maître, Matteo blêmit. Vous voulez dire, il peut y avoir quelqu'un encore plus dangereux que Raph? Oui. Un silence pesant envahit la pièce. Henri reprit. Mais je ne peux pas les affronter ce soir. Mon corps ne le permet pas. Pour l'instant, l'art de survivre, Matteo, ce n'est pas de combattre, c'est d'attendre. Matteo hocha la tête, même s'il n'était pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Henri se redressa avec lenteur, malgré la douleur. M'écoutez attentivement. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que quelqu'un revienne. Raph était trop fier pour venir sans témoin.
Quelqu'un d'autre doit surveiller la situation. Un second en commandement, un frère, un conseiller. Matteo sentit la panique lui serrer la poitrine. Ils vont revenir, pas pour se battre, pour achever ce qui n'a pas été terminé. Alors on doit fuir. Henri secoua la tête. Fuir. Ce n'est qu'une manière de retarder le combat final. Et si celui qui manipule Raph sait que je suis ici, il me poursuivra. Il poursuivra aussi ceux qui m'entourent. Matteo baissa les yeux. Moi compris. Henri posa une main rassurante sur son bras. Je t'ai donné un choix, Matteo. Tu peux partir cette nuit, te cacher, changer de vie. Et vous? Demanda le jeune homme, les yeux humides. Je resterai. Matteo secoua la tête. Non, pas question. Après ce que j'ai vu ce soir, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés. Henri sourit faiblement. Une chaleur inattendue envahit sa poitrine. Alors, écoute-moi. Nous devons préparer la maison. Il se peut que quelqu'un tente d'entrer. On doit renforcer les portes, fermer les rideaux, éteindre les lumières, et surtout, oui, savoir où frapper si quelqu'un franchit le seuil. Matteo déglutit. Je ne sais pas me battre. Tu n'as pas besoin de frapper fort, dit Henri. Seulement au bon endroit. Il saisit la main du garçon et la plaça sur son propre poignet. Là. Un mouvement sec. Juste ça peut faire lâcher une arme. Puis il guida sa main vers sa gorge. Là. Une pression rapide désoriente. Matteo écoutait comme on écoute un maître. Le vieux maître d'un art disparu. Et surtout, dit Henri, si quelqu'un vient, tu ne te sacrifies pas. Tu te protèges. Êtes-vous? Henri regarda sa blessure, puis son bâton, puis la photo d'Aiko. Moi, j'ai déjà survécu à trop de choses pour mourir sans comprendre la vérité. Le vent passa sous la porte, glacial. Au loin, un bruit sourd retentit. Matteo se fichait. C'était quoi? Henri se leva péniblement. Ce n'est pas l'attaque. Pas encore. Il ferma les yeux, écouta. Un moteur. Seul. Lent. Henri Polite. C'est quelqu'un qui vient voir ce que Raph n'a pas pu faire. Il saisit son bâton. Matteo. Oui. Ce que tu vas voir maintenant, ce n'est plus un combat de rue. Ce sera un duel d'esprit. La poignée de la porte vibra soudain. Quelqu'un essayait d'entrer. Était Henri comprit. Celui qui venait n'était pas un corbeau. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait Kazuo. Le passé venait frapper une deuxième fois. La poignée vibrait encore, de plus en plus fort, comme si celui qui se trouvait derrière avait toute la patience du monde, et pourtant aucune. Henri se redressa, le bâton en main, son souffle déjà plus court que quelques minutes plus tôt. Sa blessure pulsait, envoyant des éclairs brûlants dans tout son flanc, mais il ne pouvait pas se permettre la faiblesse. Pas maintenant. Matteo, derrière lui, tremblait. « Henri, c'est qui ?» Henri ne répondit pas. Il leva une main, signalant à Matteo de reculer. Le garçon obéit immédiatement, serrant le bandage sur ses doigts, comme si ce simple geste pouvait le protéger. Un silence leur tomba, puis la poignée s'arrêta. Sato. Le nom fut prononcé d'une voix calme, une voix qui n'appartenait ni à Raph, ni à l'un des corbeaux. Une voix presque respectueuse, mais chargée d'une présence glacée. Le sang d'Henri se figea. Aucun corbeau n'aurait utilisé ce nom. Seuls 3 hommes dans sa vie avaient pu l'appeler ainsi. L'un était mort depuis longtemps. Le deuxième était son maître. Le troisième, Henri inspira, le regard fixé sur la porte. « Montre-toi !» La porte s'ouvrit lentement, très lentement. La silhouette qui apparut n'avait rien d'un gangster. Un homme dans la quarantaine, grand, le visage anguleux, une cicatrice ancienne le long de la mâchoire. Il portait un long manteau sombre, et dans ses yeux brûlait une intensité étrange, presque trop contenue. « Qui êtes-vous » demanda Matteo, sa voix brisée par la peur. L'homme ne daigna même pas le regarder. Son regard restait fixé sur Henri, comme si le reste du monde n'existait pas. « Tu ressembles à ton maître, » dit-il doucement. « Même blessé, tu tiens encore debout. » Henri plissa les yeux. « Tu viens pour me tuer ?» L'homme esquissa un léger sourire, sans joie. « Pas pour l'instant. Je viens répondre à une question que tu as posée toute ta vie. Kazuo est-il mort ?» Matteo sentit un frisson courir dans son dos. Henri, lui, ne montra rien. Mais son cœur se contracta. « Alors ?» « Oui, » répondit l'homme. « Il est mort. De ta main, indirectement. » Henri ferma un instant les yeux. Une vague de douleur monta en lui, pas physique, cette fois, mais morale. Mais son enseignement a survécu, continua l'inconnu, et c'est moi qui l'ai transmis à Raph. Matteo blêmit. « Vous êtes leur chef ?» L'homme ricana. « Leur chef ? Non, leur architecte.
Raph n'était qu'un test. Rien de plus. Hen serra son bâton. Tu as envoyé ce garçon mourir pour satisfaire ton ego. J'ai envoyé Raph pour mesurer ta force. Pour voir si le maître que Kazuo craignait tant respirait encore. Et oui, tu respires encore. Un silence terrible s'installe. Henri sentit la vérité tomber sur lui comme un poids immense. Ce combat, cette nuit, ce chaos, tout n'était qu'un prélude. Pourquoi? Demanda-t-il. L'inconnu eut un sourire presque triste. Parce que Kazuo n'a jamais accepté d'être inférieur à toi. Et moi non plus. Je suis son héritier. Celui qui terminera ce qu'il n'a pas pu accomplir. Henry leva lentement son bâton. Si c'est un duel que tu veux. Non, coupe à l'homme. Passe maintenant. Son regard glissa vers Matteo. Tu es blessé. Et tu protèges un enfant. Ce n'est pas un combat équitable. Henri fronça les sourcils. L'équité n'a jamais été la valeur de Kazuo. La mienne, si, répondit l'inconnu. Je veux t'affronter quand tu seras entier, quand tu seras prêt. Henri éclata d'un rire bref, amer. Je ne serai plus jamais entier. L'homme inclina la tête. Alors tu mourras incomplet. Mais tu mourras dignement. Et soudain, son regard se durcit. Une ombre passa dans ses yeux. En attendant, je dois accomplir ce que Kazuo souhaitait. Henri comprit trop tard. L'homme ne venait pas pour le tuer. Il venait prendre quelque chose de lui. Il tourna brusquement la tête vers Matteo. Mais déjà, l'inconnu bougeait. Un mouvement rapide, presque invisible. Une vitesse qu'Henri reconnut immédiatement. Une vitesse apprise dans le même dojo que lui. La même formation, la même essence. Matteo poussa un cri lorsque la main de l'inconnu saisit son col. Henri leva son bâton trop tard. La douleur dans son flanc ralentit son geste. Une seconde de trop. Non. Hurla-t-il. L'inconnu recula, tenant Matteo devant lui comme un otage. Une lame apparut, fine et longue comme une aiguille. Lâchez-le, supplia Matteo, luttant pour respirer. Henry pointa son bâton, menaçant. Ne touche pas à cet enfant. Cet enfant, répondit l'homme, est ton point faible. Et Kazuo disait toujours, pour vaincre un maître, il faut d'abord lui prendre ce qu'il protège. Ne fais pas ça, murmura Henri, sa voix tremblant pour la première fois depuis 20 ans. Pourquoi pas? L'homme approcha la lame de la gorge de Matteo. Henri fit un pas. Arrête. Alors mets-toi à genoux, Sato. Un silence choquant tomba. Matteo ouvrit grand les yeux. Henry. Non. Henri resta immobile, ses mains tremblant légèrement. Il avait refusé de s'agenouiller devant Raph. Il avait refusé de s'agenouiller devant la violence, devant l'injustice, devant la haine. Mais là, ce n'était pas lui qu'on voulait briser. C'était Matteo, un enfant, un garçon qui n'avait rien demandé, un garçon qu'il avait promis de protéger. Ses jambes fléchirent, le sol semblait soudain très loin. La douleur dans son flanc hurla, et de lentement, très lentement, Henri Sato, maître, survivant, guerrier posa un genou à terre. Matteo hurla. Non. La lame s'éloigna légèrement de sa gorge. L'inconnu saurit. Voilà. L'image que Kazuo voulait voir. Le maître à genoux. Henri serra les dents. Son souffle devint un grondement. Laisse, le garçon. Passe encore. Il approcha la lame à nouveau. Un dernier mot avant que je l'emmène. Henri rouvrit les yeux. Ils n'étaient plus faibles. Ils étaient en feu. Oui. Il bougea. Un éclair. Un mouvement impossible pour un homme blessé. Son bâton frappa la lame, puis la gorge de l'inconnu, puis son poignet. Matteo fut libéré. L'inconnu recula de 3 pas, surpris. Touché. Mais pas vaincu. Jamais vaincu. Il sourit, essuya le sang sur ses lèvres. Un bon sacrifice. Un bon début. Nous continuerons une autre nuit, Sato, quand tu seras prêt à mourir. Il disparut dans l'ombre comme un spectre. Matteo courut vers Henri, larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Henri, épuisé, tomba à genoux complètement, parce qu'un maître n'est rien, s'il ne protège pas ceux qui croient en lui. Il posa sa main sur la tête du garçon, et parce que certaines batailles ne se gagnent qu'en se sacrifiant. Mais au fond de lui, une vérité terrible grandissait. Le véritable ennemi n'était pas Raph. Le véritable ennemi venait de se montrer, et la guerre n'était qu'à son commencement. La porte claqua sous la bourrasque nocturne, laissant la maison se remplir d'un silence lourd, saturé d'un parfum de menace encore palpable. Matteo, encore secoué, s'agenouilla près d'Henri. Le vieux maître respirait difficilement, son torse soulevant par saccades, comme si chaque inspiration était une épreuve. La blessure à son flanc saignait de nouveau, plus fort. La scène avec l'inconnu, son geste fulgurant,
Sa lame, sa voix calme, revenaient en boucle dans son esprit. « Henri, Henri, reste avec moi, s'il te plaît, » dit Matteo d'une voix tremblante. Le vieil homme ouvrit les yeux, mais son regard semblait flotter entre la réalité et un monde invisible. Pourtant, il esquissa un sourire faible, presque paternel. « Je suis encore là, Matteo. Ne t'inquiète pas, vous avez perdu trop de sang. On doit sortir d'ici. Appelez de l'aide, quelque chose. » Henri secoua la tête avec lenteur. « Non, pas encore. Il n'a pas fini, et tant que cet homme rôde, sortir serait une erreur. » Le visage de Matteo se tordit de peur et de frustration. « Mais pourquoi? Pourquoi vous ne pensez jamais à vous ?» Henri posa une main lourde mais chaleureuse sur son épaule. « Parce que la vie m'a appris une chose. Ce que l'on protège finit toujours par nous définir. Aujourd'hui, c'est toi, Matteo. Ce quartier, cette maison. Je ne peux pas tourner le dos. » Matteo sentit sa gorge se serrer, ses yeux se remplirent de larmes. Il regarda la porte, comme si l'ombre de l'inconnu pouvait encore y apparaître. Cet homme, ce maître noir, il était plus terrifiant que Raph, plus méthodique, plus dangereux. Et Henri, blessé, affaibli, ne pourrait pas se battre longtemps. La maison trembla soudain. Un fracas retentit dans la rue. Matteo se releva d'un bond. Ils reviennent. Henri força ses jambes à se tendre. Ses muscles criaient, mais il tint debout. « Ce n'est pas lui, dit-il. Écoute. » Matteo tendit l'oreille. Ce n'était pas un moteur solitaire. C'étaient plusieurs moteurs. Des voices. Des pas lourds. Henri sentit son cœur se durcir. Il connaissait ce rythme, ce son particulier de bottes frappant le sol, avec une assurance brutale. « Les corbeaux, murmura-t-il. Matteo Pulit. Mais Raph est encore là, bas, dans la rue. Il doit être vivant, interrompit Henri. Il ne mourra pas facilement. La haine donne parfois plus de force qu'un cœur honnête. Matteo voulut répondre, mais un bruit de verre brisé l'interrompit. La fenêtre du salon vola en éclats. Henri eut juste le temps de saisir Matteo par le col et le tirer au sol. Une silhouette entra par l'ouverture, bottes épaisses, masque noir, batte cloutée. « Le vieux est encore vivant !» cria l'homme. « Ramenez-le-moi !» Henri sentit son cœur se serrer. Rafe. Il n'était pas mort, pas neutralisé. Il revenait, comme un animal blessé, prêt à mordre plus violemment que jamais. Matteo se recula à quatre pattes, terrorisé. « Henri, c'est de la folie. Vous êtes blessé. Fuyez. » Henri planta son bâton dans le sol et se redressa lentement. « Je n'ai jamais fui, Matteo. Ce n'est pas ce soir que je commencerai. » Le corbeau masqué fondit sur lui. Henri esquiva d'un mouvement latéral, mais plus lent qu'avant. La douleur dans son flanc ralentissait chacun de ses gestes. Le bâton frappa le poignet de l'assaillant, le désarmant, mais l'homme recula immédiatement avant de tomber, ce qui priva Henri de l'ouverture pour le neutraliser complètement. D'autres silhouettes apparurent par la fenêtre brisée. 3, puis 4, puis 5. Les corbeaux, pas toute la bande, seulement les plus fidèles, les plus violents, les plus perdus. Ceux qui ne suivaient plus Raph par loyauté, mais par peur. Henri comprit immédiatement. Raph les avait envoyés pour finir le travail qu'il ne pouvait plus accomplir lui-même, comme un roi déchu qui exigeait encore qu'on exécute sa vengeance. Henri leva son bâton. « Matteo, derrière moi, ne bouge pas. » Le garçon s'exécuta, tremblant. Le premier corbeau attaqua. Henri bloqua. Un deuxième tenta de le contourner. Henri pivota, mais son flanc hurla de douleur. Un coup de batte l'atteignit à l'épaule. Le choc le fit vaciller. Matteo cria. « Henri !» Le vieil homme tomba à genoux. La pièce tournait autour de lui. Le monde se rétrécissait. Son souffle se brisait. Mais il n'abandonna pas. Il planta son bâton au sol et se releva encore une fois. Encore une dernière fois. Les corbeaux hésitèrent. Ils venaient de voir un vieillard blessé se redresser comme un titan. Puis l'un d'eux chargea. Henri esquiva de justesse. Son bâton frappa. Une épaule disloquée. Un genou plié. Un autre hurlement. Mais ils étaient trop nombreux. L'un d'eux parvint à le saisir par derrière, immobilisant son bras blessé. Un deuxième s'approcha avec la batte levée. Matteo hurla. « Non !» Il se jeta sur l'homme à la batte, s'accrochant à son bras pour le détourner. Le coup frappa le mur plutôt que le crâne d'Henri. « Lâche-moi, gamin !» Le corbeau repoussa Matteo d'un revers brutal. Le garçon s'effondra contre la table. Henri sentit la rage monter en lui. Une rage pure, froide, qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort d'Aiko. Une rage qu'il avait enterrée depuis des années.
Il tourna sur lui-même, libérant son bras d'un mouvement sec appris, lorsqu'il avait encore toute la vigueur de la jeunesse. Le corbeau derrière lui tomba en arrière en hurlant. Mais au même moment, un autre, resté en retrait, arma un coup. Henri le vit au dernier instant. Dropped hard. La batte l'atteignit en pleine cage thoracique. Un bruit sourd, une déflagration de douleur. Henri fut projeté contre la table, la renversant dans un fracas de bois et de verre. Matteo cria son nom en sanglotant. Henri tenta de se relever, mais ses bras tremblaient trop. Son souffle était court. Il ne restait presque rien de ses forces. Le corbeau qui l'avait frappé s'avança. Raph a dit qu'on devait ramener ta tête. Il leva sa batte. Henri ferma les yeux. Il pensa à Echo, à son maître, à Matteo, à Kazuo, à toutes les choses qu'il avait refusé d'affronter, puis la batte s'abattit et s'arrêta net. Une main l'avait saisi, pas la main d'Henri, la main de Matteo. Le garçon tremblait, mais il tenait la batte de toutes ses forces. Le corbeau le repoussa violemment. Mais Matteo revint. Touchez-le encore, et je vous jure que je vous tue, hurla-t-il, la voix brisée. Les corbeaux éclatèrent de rire. Petit idiot. Mais Henri, au sol, ouvrit les yeux. Matteo, le garçon terrorisé de tout à l'heure, se tenait maintenant comme un bouclier. Et le vieux maître comprit une chose. Cette nuit n'était pas la chute d'Henri. C'était la chute de Raph, car son propre soldat venait d'hésiter. Les corbeaux se regardèrent. Le garçon n'était pas une menace. Mais Henri n'avait plus besoin de se battre, car le groupe se disloquait. Le doute s'installait. Le roi était tombé, même s'il respirait encore. La loyauté se brisait. On se tire, murmura l'un d'eux. Rafe, est-ce fini? Ouais, on n'a plus rien à faire ici. Le groupe se dispersa, laissant Henri et Matteo seuls dans la maison détruite. Matteo reprit son souffle en tremblant. Est-ce que ça va? Henri tenta un sourire faible, mais un sourire tout de même. Oui, Matteo, dit-il faiblement. Tu viens de faire tomber leur chef, sans même lever le poing. Matteo resta bouche bée. Henri ferma les yeux, soulagé, mais une pensée, sombre comme la nuit, traversa son esprit. Le véritable ennemi n'a pas encore frappé, et lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas avec des corbeaux, ce sera seul, et il viendra pour tuer. La dernière bataille approchait. Le calme revenu sur la maison n'avait rien d'un soulagement. C'était un calme de cendres, un calme d'après-guerre. Les murs portaient encore les marques du combat, éclats de bois, verres brisés, traces sombres sur le sol. Les meubles étaient renversés, la table brisée, les rideaux arrachés. La nuit avait arraché à cette maison son innocence si tant est qu'elle en avait encore une. Henri, allongé sur le sol, respirait difficilement. Chaque inspiration tirait sur sa blessure, chaque mouvement envoyait une douleur sourde dans ses côtes. Matteo l'avait couvert d'une couverture et fouillait désespérément dans les décombres pour trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait l'aider à le soigner. Henri, tenez bon. Je vous en supplie, restez avec moi. Henri ouvrit les yeux. Malgré la douleur, malgré son épuisement, une étrange paix flottait dans son regard. Il posa une main sur celle du garçon. Je suis encore là, Matteo. Il inspira lentement. Mais écoute-moi, cette nuit n'est pas finie. Matteo secoua la tête, paniqué. Les corbeaux sont partis. Ils reviendront pas. Et Raph n'est rien, coupa Henri d'une voix faible mais ferme. Il ferma les yeux, laissant l'air entrer dans ses poumons comme un dernier fragment de discipline. Celui qui compte reviendra. Matteo sentit un froid glacial lui traverser le dos. L'homme de tout à l'heure. Hiakies, le véritable héritier de Kazuo. Mais pourquoi il voudrait vous tuer? Henri resta silencieux un moment. Puis, parce que je suis la seule ombre qui masque encore la sienne. Pour devenir maître, il doit effacer ce que je représente. Matteo baissa la tête. Et moi, pourquoi il voulait m'emmener? Un silence lourd. Henri fixa le plafond, comme s'il cherchait les mots dans les fissures. Parce que tu étais un levier contre moi. Et parce que... Il hésita. Parce que tu représentais tout ce que Kazuo n'a jamais su être. Quoi? Henri tourna légèrement la tête vers lui. Ses yeux, fatigués mais lucides, brillaient dans la pénombre. Un élève qui n'apprenait pas pour dominer, mais pour comprendre. Matteo sentit une brûlure monter dans sa poitrine. Mais je n'ai rien appris. Henri esquissa un faible sourire. Tu as appris la seule chose qui compte, la valeur d'une vie. Un nouveau silence s'étendit, mais celui-ci n'était plus menaçant. Il était intime, presque doux. Puis, soudain, un bruit retentit. Un bruit lourd. Un pas. Un seul.
Matteo se figea instantanément. Son sang devint glace. Il revient. Henri, malgré la douleur, essaya de se redresser. Aide-moi à m'asseoir. Henri, non. Vous ne pouvez plus vous battre. Vous allez mourir. Matteo. Aide-moi. Les mains tremblantes, le garçon agrippa Henri sous les épaules et le redressa. Le vieux maître grogna de douleur, mais tint bon. Il s'assit, dos contre le mur, tenant son bâton posé en travers de ses jambes. Un autre pas résonna, puis un autre, plus lent, plus assuré. L'ombre apparut dans l'encadrement de la porte. L'homme au manteau sombre, le disciple de Kazuo, le véritable ennemi. Il entra sans hâte, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré qu'il était destiné à profaner. Son regard glissa sur Matteo, sur Henri, sur le saccage autour d'eux. Je vois que les corbeaux ont fait leur œuvre. Inutile, mais instructif. Matteo serra les poings, tremblante. Tu vas pas l'approcher. L'homme pencha la tête, presque amusé. Tu crois pouvoir m'en empêcher, petit? Matteo fit un pas devant Henri. Oui. L'homme le regarda un instant, puis soupira. Je n'ai pas le temps pour les enfants. Il avança. Matteo leva un bras maladroitement pour bloquer. Henri frappa le sol avec son bâton. Ne le touche pas. L'homme s'arrêta, intrigué. Tu tiens encore debout? Je tiendrai, tant que je dois. L'homme observa Henri, puis posa un genou au sol pour le regarder à hauteur d'homme. Ton temps est fini, Sato. L'ancien monde est mort avec ton maître, avec ton épouse, avec Kazuo. Et toi, tu refuses encore de mourir. Henri inspira profondément. Tu parles de Kazuo, mais tu n'as appris que sa haine, pas sa douleur. L'homme haussa les épaules. Peu importe. Aujourd'hui, je termine son œuvre. Matteo voulut se jeter sur lui, mais Henri l'arrêta d'un geste faible. Non, Matteo. Pastoi. Le garçon tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Alors qui? Qui va vous protéger? Henri se redressa légèrement, le bâton serré entre ses doigts. Personne. Ce n'est pas ton combat. C'est le mien. L'homme sourit. Alors lève-toi. Meurs comme un maître, et je laisserai l'enfant vivre. Un silence terrible suivit. Henri savait qu'il mentait, mais il savait aussi cela. Les maîtres ne combattent pas pour eux-mêmes. Ils combattent pour ceux qui restent. Il serra son bâton. Wistenta de celeber. Son corps cria. Son flanc s'ouvrit encore. Le monde tourna autour de lui. Matteo hurla. Ne vous levez pas. Maising hisi hedresse. Debaut. Fablement. Tremblant. Mais debout. Le disciple recula d'un pas, surpris malgré lui. Comment peux-tu encore tenir? Henri leva son bâton. Une geste sacrée. All time. Parce qu'un homme n'est pas défini par sa force, il inspira, mais par ce qu'il protège. Le disciple plissa les yeux. Alors protège-toi. Il attaqua. Une frappe fulgurante. Une technique de Kazuo. Henri bloqua. Son bras faillit se briser. Les disciples l'attaqua encore. Et encore. Henri parait. Toujours. Mais ses forces l'abandonnaient. Ses gestes perdaient en vitesse. Sa vision se troublait. Un dernier coup frappa son épaule. Henri tomba à genoux. Matteo hurla, tenta de le rejoindre. L'homme le repoussa d'un revers. Henri leva les yeux vers son ennemi. Il souriait. Un sourire triste, presque tendre. Ton maître, Kazuo, n'a jamais compris une chose. L'homme resta immobile, intrigué. Quelle chose? Henri murmura. On ne gagne jamais en détruisant. Seulement en transmettant. Et il posa sa main sur celle de Matteo, qui ramassait le bâton tombé. L'homme comprit trop tard. Matteo se leva, le bâton dans les mains, pas comme une arme, comme un héritage. L'homme attaqua. Matteo frappa. Pas fort, mais juste. Un coup sur le poignet, un sur le coude, un sur la gorge. L'homme tomba à genoux, étouffant. Puis à terre. Matteo tremblait. Henri, lui, souriait faiblement. Très bien, Matteo. Très bien. Le garçon lâcha le bâton et se précipita vers Henri. Henri, tenez bon. Les yeux du vieux maître papillonnèrent. Il posa une main sur la joue du garçon. Tu as fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Matteo secoua la tête. Ne mourrez pas. Je vous en supplie. Henri inspira profondément. Une dernière fois. Matteo, écoute-moi. Le garçon hocha la tête, les larmes coulant sans retenue. Henri murmura d'une voix faible comme une feuille. La force n'existe que si elle protège. N'oublie jamais. C'est ma dernière leçon. Matteo s'effondra en larmes contre lui. Henri Sato, maître d'un art ancien, survivant d'une vie de combat, protecteur d'un enfant perdu,
ferma les yeux. La paix qu'il avait cherchée toute sa vie l'enveloppa enfin. Et dans la petite maison détruite, au cœur d'un quartier brisé, un souffle s'éteignit. Mais un héritage venait de naître.